Imaginez une nuit glaciale dans les environs de Lyon. Le ciel noir était ponctué d'étoiles, mais le froid mordant semblait vouloir geler tout ce qu'il touchait. Dans la vaste propriété de François Dubois, située à quelques kilomètres de la ville, le silence régnait. La demeure était majestueuse, mais vide de chaleur. François, un homme d'une cinquantaine d'années au regard fatigué, avait passé la journée dans ses écuries, son refuge préféré depuis le décès de sa femme. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à rentrer, un bruit inhabituel attira son attention. Il s'approcha doucement de l'étable, une lampe à la main. À la lueur vacillante, il distingua une petite silhouette recroquevillée sur la paille, entre deux de ses chevaux préférés. « Qui est là » demanda-t-il d'une voix grave. La silhouette ne bougea pas. Intrigué et légèrement méfiant, François s'avança. Là, sous ses yeux, un garçon à peine âgé d'une dizaine d'années semblait profondément endormi, son visage marqué par la fatigue et la maladie. Son corps frêle était enveloppé dans des vêtements sales et déchirés, et une toux rauque brisa soudainement le silence. François se pencha, son cœur pris entre la compassion et la prudence. « Bon sang, mais qu'est-ce qu'un enfant fait ici » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour obtenir une réponse. Il tendit une main hésitante pour toucher l'épaule du garçon. À ce contact, l'enfant ouvrit lentement les yeux, ses pupilles brunes embuées de fièvre. « S'il vous plaît, je n'avais nulle part où aller » balbutia-t-il avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. François resta figé, observant ce garçon qui semblait porter le poids d'un monde cruel sur ses frêles épaules. Dans son esprit, une bataille se jouait. Devait-il l'aider ou appeler immédiatement les autorités? Mais quelque chose dans l'expression du garçon, un mélange de détresse et de vulnérabilité, toucha une corde sensible en lui. Prenant une décision rapide, François souleva l'enfant avec précaution. Il était étonnamment léger, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. « Ça va aller » dit-il d'une voix plus douce. « Je vais te sortir de là. » Il traversa la cour enneigée, portant l'enfant jusqu'à la demeure. En entrant, il appela d'une voix forte. « Carmel, prépare une chambre immédiatement, et chauffe de l'eau pour un bain. » Carmel, la gouvernante, arriva précipitamment, ses yeux s'écarquillant à la vue du garçon. « Monsieur Dubois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cet enfant » demanda-t-elle avec une pointe de désapprobation dans la voix. « Pas de question pour l'instant. Il a besoin d'aide, » répondit François d'un ton ferme. Carmel, bien que réticente, s'exécuta. Pendant ce temps, François installa le garçon dans un fauteuil près de la cheminée. Les flammes dansaient, projetant une lueur chaleureuse sur le visage pâle de l'enfant. Quelques minutes plus tard, Carmel revint avec de l'eau chaude et des serviettes propres. Tandis qu'elle s'occupait de préparer un bain, François s'assit près du garçon, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Qui était-il? Pourquoi était-il là, dans son écurie, au beau milieu de la nuit? Et surtout, qu'avait-il fui? François savait qu'il était sur le point de prendre une décision qui changerait non seulement la vie de cet enfant, mais aussi la sienne. Avez-vous déjà fait face à une situation où un acte de bonté pouvait tout changer? Partagez votre expérience ou vos pensées dans les commentaires. François monta lentement les escaliers, portant le garçon endormi avec une précaution presque instinctive. Chaque pas résonnait dans la grande maison, où le silence pesant semblait encore plus oppressant ce soir-là. Carmel, la gouvernante, suivait de loin, un mélange d'irritation et d'inquiétude se lisant sur son visage. « Monsieur Dubois, vous savez que ce n'est pas prudent, n'est-ce pas? Nous ne savons rien de cet enfant. Il pourrait être dangereux, » murmura-t-elle en lançant un regard suspicieux au garçon. François s'arrêta brièvement, jetant un regard ferme à Carmel. « Dangereux? Ce garçon est malade et affamé, Carmel. Il a besoin d'aide, pas de suspicion. Préparez-vous à l'accepter tant qu'il est sous mon toit. » Carmel hocha la tête, résignée, bien que sa moue désapprobatrice trahisse ses pensées. Dans la chambre d'amis, une pièce simple mais chaleureuse, François déposa délicatement le garçon sur le lit. La lumière tamisée révélait plus de détails, ses joues creusées, ses mains couvertes de petites égratignures, et la teinte maladive de sa peau. Le regard de François s'attarda sur le visage du garçon, comme s'il cherchait à comprendre l'histoire qu'il portait en silence. Carmel revint avec une bassine d'eau chaude et des linges propres, posant tout sur une petite table près du lit. « Je vais nettoyer ses plaies et veiller à ce qu'il soit confortable pour la nuit, » dit-elle d'un ton plus neutre, bien que son regard sceptique restât inchangé. François quitta la chambre brièvement pour chercher une couverture supplémentaire. Lorsqu'il revint, il trouva Carmel qui terminait de passer un linge humide sur le front brûlant de fièvre du garçon. « Vous voyez? Il n'est qu'un enfant, » dit François en posant la couverture sur une chaise. Carmel soupira, puis quitta la pièce sans un mot de plus, laissant François seul avec le garçon. S'asseyant près du lit, François observa la respiration irrégulière de l'enfant. Une étrange émotion le submergea, un mélange de compassion, de responsabilité,
et peut-être même une pointe de nostalgie qu'il ne comprenait pas encore. « Qui es-tu, mon garçon » murmura-t-il. Alors qu'il ajustait la couverture sur le petit corps frêle, le garçon ouvrit légèrement les yeux. Sa voix était à peine audible, mais elle contenait une gratitude qui percuta François en plein cœur. « Merci » murmura le garçon avant de sombrer à nouveau dans un sommeil agité. François resta là un moment, contemplant les flammes dansant dans la cheminée, son esprit envahi par des questions sans réponse. Qui pouvait abandonner un enfant dans un tel état? Et pourquoi était-il venu ici, précisément dans ces écuries? Plus tard dans la nuit, alors que François s'apprêtait à quitter la chambre, un bruit de pas dans le couloir l'arrêta. C'était Lucie, sa fille. Elle portait un peignoir de soie et tenait un livre à la main, clairement interrompu dans sa routine nocturne. « Papa, c'est vrai ce que Carmel m'a dit? Tu as ramené un étranger ici ?» demanda-t-elle, la voix pleine de méfiance. François soupira profondément, devinant la résistance qui l'attendait. « Ce n'est qu'un garçon, Lucie. Il avait besoin d'aide. Je n'allais pas le laisser dehors par ce froid. » Lucie haussa les sourcils, incrédule. « Et qu'est-ce que ça change pour nous? Ce n'est pas notre problème, papa. Pourquoi t'impliquer dans quelque chose d'aussi imprudent ?» Le regard de François se durcit, une rare étincelle d'autorité dans ses yeux. « Lucie, je ne te demande pas d'approuver. Je te demande seulement de respecter ma décision. Ce garçon reste ici jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Lucie resta silencieuse un instant, puis tourna les talons, son indignation visible dans chacun de ses pas. François, épuisé par cette journée inattendue, retourna dans son bureau pour réfléchir. Les images du garçon, faible et vulnérable, restaient gravées dans son esprit. Un sentiment naissant, un mélange de responsabilité et d'espoir, l'incitait à croire qu'il avait peut-être fait ce qu'il fallait. Et vous, que feriez-vous si vous croisiez quelqu'un dans un tel état de détresse? Aideriez-vous sans hésitation ou hésiteriez-vous à ouvrir votre porte? Peut-être que ces choix simples révèlent plus sur nous que nous ne le pensons. Le matin suivant, la lumière pâle de l'hiver pénétrait à travers les lourds rideaux de la chambre. François entra doucement, une tasse de bouillon chaud dans les mains. Le garçon était encore recroquevillé sous les couvertures, mais il ouvrit les yeux à l'approche de François. Ses pupilles brunes semblaient à la fois craintives et curieuses, comme s'il cherchait à comprendre les intentions de cet homme qui l'avait sauvé. « Bonjour, jeune homme. Tu te sens un peu mieux ?» demanda François en posant la tasse sur la table de chevet. Le garçon hocha timidement la tête. Sa voix était faible, mais il parvint à murmurer. « Merci, pour tout. » François s'assit sur une chaise près du lit, ses yeux scrutant le visage encore pâle du garçon. « Je m'appelle François Dubois, et toi? Comment t'appelles-tu » Il fallut un moment avant que le garçon ne réponde, hésitant. « Gabriel. Je m'appelle Gabriel. » François sourit doucement. « C'est un joli nom, Gabriel. Tu veux bien me dire comment tu es arrivé ici ?» Gabriel détourna le regard, les épaules légèrement secouées par une toux sèche. François attendit patiemment, sans le presser. « Je suis parti, » murmura Gabriel. « Je n'avais pas le choix. » François fronça légèrement les sourcils, intrigué par ces mots. « Parti d'où? Que s'est-il passé ?» Le silence retomba dans la pièce, seulement troublé par le crépitement des braises dans la cheminée. Puis, comme si un barrage avait cédé, Gabriel commença à parler. Il raconta les jours interminables passés dans un orphelinat austère à Lyon. Les murs gris, les repas insuffisants, les cris des surveillants résonnaient encore dans son esprit. Mais pire que tout, c'était la solitude, le sentiment constant d'être invisible, insignifiant. Ils ne m'aimaient pas. Je n'étais qu'un problème pour eux. Alors j'ai décidé de partir, expliqua-t-il, la voix brisée par l'émotion. François sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. Comment un enfant pouvait-il être traité avec autant d'indifférence? Personne ne mérite ça, Gabriel. Pas toi, ni personne, dit-il avec une sincérité qui sembla toucher le garçon. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Carmel entra, un plateau chargé de pain et de fruits dans les mains. Son regard froid passa rapidement de François à Gabriel. « Je vois que notre invité a retrouvé sa voix », lança-t-elle avec un ton acide. François lui jeta un regard sévère. « Carmel, ce garçon a traversé des épreuves que tu ne pourrais même pas imaginer. Je te demande de le respecter. » Carmel haussa les épaules et déposa le plateau avant de sortir sans un mot de plus. Gabriel baissa les yeux, mal à l'aise. « Elle ne m'aime pas, » murmura-t-il. François posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas pour elle. Tant que tu es ici, je veillerai sur toi. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, François ne pouvait ignorer une pensée qui s'insinuait dans son esprit. Ce garçon semblait porter un poids bien plus grand que son jeune âge ne le laissait supposer. Était-il simplement un enfant malchancé ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière son arrivée dans ces écuries? Plus tard dans la journée,
Alors que Gabriel s'était endormi, François se retrouva seul dans son bureau. Son esprit vagabondait entre les révélations du garçon et les questions qui tournaient sans fin. Il attrapa un verre de vin et regarda par la fenêtre, où la neige commençait à tomber doucement. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont l'histoire vous a marqué à jamais? Ces rencontres inattendues peuvent changer notre perception du monde et de nous-mêmes. Le crépuscule enveloppait la demeure Dubois d'une teinte dorée, tandis que François descendait lentement les escaliers en direction de la salle à manger. Il était rare pour lui de ressentir autant de tension au sein de son propre foyer. Depuis l'arrivée de Gabriel, il percevait un certain malaise dans les regards de Carmel et dans l'attitude distante de Lucie, sa fille. Lorsque François entra dans la salle à manger, il trouva Lucie déjà assise à la grande table, une expression fermée sur le visage. Les chandeliers projetaient une lumière douce, mais l'atmosphère restait lourde. « Bonsoir, ma chérie », dit François en prenant place. Lucie, sans lever les yeux de son assiette, répondit sèchement. « Bonsoir ». Le silence qui suivit fut presque insoutenable. François savait que sa fille attendait une occasion pour exprimer ce qu'elle ressentait, mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. « Alors, papa, as-tu prévu de garder ce garçon ici pour toujours ?» demanda-t-elle brusquement, brisant le silence. François posa ses couverts et la regarda avec une patience mêlée de tristesse. « Lucie, ce garçon a besoin d'aide. Il n'a personne d'autre. » Lucie releva enfin la tête, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Et moi, papa? Moi, je suis ta fille. Depuis la mort de maman, tu as changé, mais jamais je n'aurais imaginé que tu ouvrirais notre maison à un inconnu. » François soupira profondément, cherchant ses mots. « Lucie, ce n'est pas une question de te remplacer ou de t'ignorer. C'est une question d'humanité. Gabriel est un enfant perdu. Nous avons les moyens de l'aider, alors pourquoi ne le ferions-nous pas ?» Lucie secoua la tête, son visage exprimant un mélange de douleur et de ressentiment. « Tu dis « nous », mais c'est toi qui as pris cette décision, pas moi. » François sentit son cœur se serrer. Il comprenait la frustration de Lucie, mais il ne pouvait renoncer à son choix. « Je sais que c'est difficile pour toi, ma chérie. Mais parfois, aider quelqu'un d'autre peut aussi nous aider à guérir. » Lucie détourna le regard, son expression se durcissant. « Guérir? Nous n'avons pas besoin de lui pour guérir. » Alors que François s'apprêtait à répondre, la porte s'ouvrit doucement, et Gabriel entra timidement dans la pièce. Ses pas hésitants résonnaient sur le parquet, et il semblait mal à l'aise de troubler cette conversation tendue. « Je suis désolé. Je peux partir si je dérange, » murmura-t-il en baissant les yeux. François se leva immédiatement et s'approcha de lui, posant une main rassurante sur son épaule. « Non, Gabriel. Tu ne déranges pas. Viens, assieds-toi avec nous. » Lucie, cependant, poussa son assiette et se leva d'un bond. « Bon appétit », lança-t-elle froidement avant de quitter la pièce. Gabriel regarda François, le visage empreint de culpabilité. « Je ne veux pas causer de problème. » François s'accroupit pour être à sa hauteur, son regard plein de sincérité. « Ce n'est pas ta faute, Gabriel. Parfois, il faut du temps pour que les choses s'ajustent. Reste toi-même, et tout ira bien. » Mais au fond de lui, François savait que cette situation allait exiger bien plus qu'une simple patience. Les blessures émotionnelles de Lucie, couplées à l'arrivée inattendue de Gabriel, rendaient la tension palpable. Alors que la soirée avançait, François se retrouva une fois de plus dans son bureau, contemplant le passé et l'avenir. L'image de Lucie quittant la table avec tant de colère le hantait. « Et vous, comment auriez-vous géré une telle situation? Auriez-vous su trouver les mots justes pour apaiser tout le monde ?» Le lendemain matin, François se réveilla avec un sentiment d'inquiétude persistant. La maison semblait encore plus silencieuse que d'habitude, comme si la tension de la veille avait absorbé toute vie. En descendant les escaliers, il trouva Gabriel assis près de la grande fenêtre du salon, enveloppé dans une couverture, son regard fixé sur les vastes jardins enneigés. « Bonjour, Gabriel », dit François en s'approchant doucement. Le garçon se tourna vers lui, offrant un faible sourire. « Bonjour, monsieur Dubois. » François s'assit à côté de lui, appréciant la lumière douce du matin qui baignait la pièce. « Tu peux m'appeler François, tu sais. Pas besoin de formalité ici, » ajouta-t-il avec un sourire chaleureux. Gabriel acquiesça timidement, jouant avec un coin de la couverture. « Vous avez une maison vraiment belle. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi grand, ou d'aussi calme. » François observa le garçon, remarquant à quel point son émerveillement semblait teinté d'une profonde mélancolie. « La beauté et le calme ne suffisent pas toujours à combler le vide, » répondit François. « Mais parfois, un peu de compagnie peut faire toute la différence. » Gabriel hocha la tête, absorbé par ses pensées. « C'est vrai, je crois que je n'ai jamais vraiment eu de compagnie. » Ces mots frappèrent François comme un coup de poing. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de Gabriel. «
Eh bien, maintenant tu en as. Les heures qui suivirent furent marquées par de petites interactions qui, bien que simples, commencèrent à établir un lien entre les deux. François invita Gabriel à l'accompagner dans les écuries, où les chevaux attendaient déjà avec impatience leur nourriture. « As-tu déjà approché un cheval ?» demanda François alors qu'ils entraient dans le bâtiment. Gabriel secoua la tête, ses yeux s'agrandissant à la vue des animaux majestueux. « Non, je n'ai jamais eu la chance. » François lui tendit doucement une carotte. « Essaie avec celui-ci. Il s'appelle Eben. Il est très doux. » Gabriel hésita, mais sous le regard encourageant de François, il s'approcha lentement. Eben, sentant la nervosité du garçon, resta parfaitement immobile. Lorsque Gabriel tendit enfin la carotte, le cheval l'attrapa avec délicatesse. Un sourire sincère illumina le visage de Gabriel, et François sentit son propre cœur s'alléger en voyant cette petite victoire. « Tu vois, ils ressentent quand on est gentil avec eux », expliqua François. Gabriel passa le reste de la matinée à observer François travailler avec les chevaux, posant des questions ici et là. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait oublier ses soucis. À l'intérieur de la maison, cependant, la situation restait tendue. Carmel jetait des regards désapprobateurs chaque fois qu'elle croisait Gabriel, et Lucie évitait soigneusement toute interaction avec lui. François savait qu'il lui faudrait encore du temps pour convaincre sa fille de voir les choses sous un autre angle. Plus tard dans la soirée, alors que Gabriel s'installait près du feu pour lire un livre que François lui avait prêté, ce dernier s'assit à nouveau à ses côtés. « Alors, qu'en penses-tu » demanda François en désignant le livre. Gabriel leva les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Je ne comprends pas tout, mais j'aime bien l'histoire. » François hocha la tête, satisfait. « L'important, c'est d'essayer. Chaque petit pas compte. » Le garçon sembla réfléchir à ces mots, puis demanda doucement. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» François prit une profonde inspiration. « Parce que je crois que chaque personne mérite une chance. Et parce que, peut-être, tu es venu ici pour une raison. » Ces mots laissèrent Gabriel pensif. Le silence qui s'ensuivit n'était pas pesant, mais rempli d'une compréhension naissante entre eux. Parfois, une simple présence suffit à créer un sentiment d'appartenance. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment où une connexion inattendue change tout? Alors que les jours passaient, la relation entre François et Gabriel devenait de plus en plus naturelle. Le garçon retrouvait peu à peu des couleurs, sa timidité s'effaçant doucement face à la bienveillance de François. Cependant, tout le monde dans la maison ne partageait pas cet élan de compassion. Carmel, la gouvernante, observait chaque mouvement de Gabriel avec une méfiance croissante. Elle n'avait jamais approuvé l'idée de loger un inconnu, encore moins un garçon qui, selon elle, cachait forcément quelque chose. Un après-midi, alors que François était parti en ville pour des affaires, Carmel s'approcha de Lucie dans le salon, un plateau de thé en main. « Mademoiselle Lucie, il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-elle en posant le plateau sur la table basse. Lucie leva les yeux de son livre, visiblement agacée. « Encore ce garçon, je suppose ?» répondit-elle sèchement. Carmel hocha la tête, s'asseyant face à elle. « Il ne vient pas de nulle part, mademoiselle. Les enfants comme lui, ils savent manipuler. Je l'ai vu fouiller dans les tiroirs de la cuisine ce matin. » Lucie fronça les sourcils. « Vraiment ? Oui, et qui sait ce qu'il cherche ? Peut-être des choses à voler, des secrets à exploiter. Ce garçon pourrait ruiner votre famille, » continua Carmel, sa voix empreinte d'une fausse sollicitude. Lucie resta silencieuse, son esprit tiraillé entre sa méfiance envers Gabriel et son désir de voir les choses s'améliorer avec son père. « Papa ne me croira jamais si je lui dis ça, » murmura-t-elle. Carmel lui adressa un sourire presque conspirateur. « C'est pour ça qu'il faut des preuves. Si nous trouvons quelque chose, il n'aura pas d'autre choix que de voir la vérité. » Plus tard dans la soirée, Carmel profita de l'absence de Gabriel, qui était dehors avec François pour nourrir les chevaux. Elle entra dans la petite chambre du garçon et commença à fouiller parmi ses maigres affaires. Ses mains expertes retournèrent rapidement le lit, le coffre et les tiroirs. Elle trouva finalement un objet, une vieille montre de poche. Bien que visiblement abîmée, elle semblait précieuse, et Carmel décida d'en faire une pièce maîtresse de son plan. Quand François et Gabriel rentrèrent dans la maison, ils trouvèrent Carmel dans le salon, tenant la montre avec une expression triomphante. « Monsieur Dubois, je pense que vous devriez voir ça, » déclara-t-elle. François s'arrêta, intrigué, tandis que Gabriel regardait la montre avec de grands yeux. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda François, sur un ton neutre mais ferme. « Dans la chambre de ce garçon. Une montre précieuse, sans doute volée à quelqu'un avant son arrivée ici, » insinua Carmel avec une fausse compassion. Gabriel fit un pas en avant, la panique se lisant sur son visage. « Non, ce n'est pas vrai. C'était à mon père, avant qu'il ne meure, s'exclama-t-il, les larmes aux yeux.
François fixa la montre, puis Gabriel, essayant de discerner la vérité. « Est-ce vrai, Gabriel » demanda-t-il doucement. Gabriel hocha frénétiquement la tête. « Oui, c'est tout ce qu'il me reste de lui. Je ne l'ai volé à personne, je vous le promets. » François posa une main rassurante sur l'épaule du garçon, ses yeux se durcissant en direction de Carmel. « Carmel, si cette montre lui appartient, pourquoi l'accuser ainsi? Je ne veux plus voir ce genre de comportement sous mon toit, déclara-t-il d'un ton glacial. Carmel baissa les yeux, mais intérieurement, sa colère bouillonnait. Elle n'abandonnerait pas si facilement. Gabriel, quant à lui, sentit une vague de soulagement l'envahir. Mais au fond de lui, une question restait. Pourquoi Carmel semblait-elle lui en vouloir autant? Peut-être avez-vous déjà été jugé injustement ou connu quelqu'un qui a dû se défendre face à des accusations infondées. Ces moments peuvent marquer à jamais. Le lendemain, François s'installa dans son bureau, la montre de Gabriel posée devant lui sur le bois sombre du bureau. Il faisait tourner l'objet entre ses doigts, fasciné par les détails gravés sur le dos, une inscription presque effacée par le temps. Quelque chose dans cet objet lui semblait étrangement familier, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Gabriel entra timidement dans la pièce, tenant un livre que François lui avait prêté la veille. « Vous vouliez me voir, François » demanda-t-il, hésitant à s'avancer. François lui fit signe d'approcher, un sourire encourageant sur le visage. « Oui, Gabriel. Je voulais te poser quelques questions sur cette montre. Tu as dit qu'elle appartenait à ton père, n'est-ce pas » Gabriel hocha la tête, prenant une grande inspiration avant de répondre. « Oui, mon père me l'a donnée peu avant de mourir. Il disait que c'était une chose précieuse qu'il voulait que je garde toujours avec moi. » François observa le garçon, touché par l'émotion dans sa voix. « Et ta mère? Que t'a-t-elle raconté sur ton père » Gabriel baissa les yeux, sa voix devenant presque inaudible. « Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. Elle est morte quand j'étais très jeune. Après ça, on m'a emmené dans un orphelinat. » Un silence pesant envahit la pièce, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge murale. François sentait un poids s'installer dans sa poitrine, comme si quelque chose de crucial lui échappait encore. Après le départ de Gabriel, François, envahi par le doute, décida de consulter de vieux documents qu'il conservait dans un coffre. Parmi des lettres jaunies et des photographies en noir et blanc, il trouva enfin ce qu'il cherchait, une photo de lui et de sa défunte épouse, prise des années auparavant. Elle tenait une montre identique dans ses mains. « Ce n'est pas possible, » murmura François, le souffle coupé. Il se rappelait maintenant que son épouse avait mentionné une fois un ancien fiancé qu'elle avait quitté avant leur mariage. Elle avait toujours gardé ce sujet secret, mais il semblait maintenant évident qu'un lien existait entre ce passé et Gabriel. Déterminé à en savoir plus, François se rendit à Lyon le jour suivant, au bureau des archives, pour examiner les dossiers de l'orphelinat d'où venait Gabriel. Là, il découvrit une vérité qui bouleversa son monde. Le nom du père de Gabriel correspondait à celui de l'ancien fiancé de sa femme. Sur le chemin du retour, François sentit un tourbillon d'émotions le submerger. Si Gabriel était effectivement lié à son épouse, cela expliquait bien des choses. Mais comment annoncer une telle révélation au garçon? Et que ferait-il ensuite? À son arrivée à la maison, Gabriel était assis dans le salon, jouant distraitement avec un bout de ficelle qu'il avait trouvé. François le regarda un moment, la gorge serrée. « Gabriel, viens avec moi », dit-il enfin d'une voix douce. Dans le bureau, il s'assit en face de l'enfant, cherchant les mots justes. « Gabriel, je pense avoir découvert quelque chose d'important à ton sujet. » Le garçon fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Quoi ?» François inspira profondément. « Tu étais destiné à arriver ici, Gabriel. Il y a un lien entre toi et ma famille que nous devons encore explorer, mais je veux que tu saches une chose. Tu es en sécurité ici, quoi qu'il arrive. » Gabriel resta silencieux, mais ses yeux brillants révélaient une lueur d'espoir mêlée de confusion. Parfois, une découverte inattendue peut changer le cours de nos vies. Et vous, avez-vous déjà découvert un secret qui a bouleversé votre perspective sur quelqu'un ou quelque chose? Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange tension dans la maison. François semblait pensif, souvent perdu dans ses réflexions, tandis que Gabriel, bien qu'ignorant les découvertes récentes, ressentait ce poids latent. Pendant ce temps, Carmel, consciente que ses accusations contre Gabriel n'avaient pas eu l'effet escompté, préparait un plan plus sournois. Un soir, alors que François travaillait dans son bureau et que Gabriel dormait profondément, Carmel fit irruption dans la chambre de Lucie. « Mademoiselle, il faut agir maintenant », chuchota-t-elle avec urgence. Lucie, enroulée dans un châle près de sa fenêtre, tourna lentement la tête. « Agir? Contre quoi, Carmel? »« Contre ce garçon », insista la gouvernante. « Monsieur Dubois est aveuglé par je ne sais quel sentiment. Nous devons protéger cette maison avant qu'il ne soit trop tard. » Lucie hésita.
Elle était partagée entre son irritation envers Gabriel et le doute grandissant quant aux véritables intentions de Carmel. Protéger la maison? Que veux-tu dire? Carmel posa une main sur l'épaule de Lucie, son ton devenant plus convaincant. Imaginez si ce garçon était là pour autre chose, pour de mauvaises raisons. Et si son histoire n'était qu'un mensonge? Nous devons prouver à votre père qu'il met en danger tout ce qu'il a construit. Lucie détourna les yeux, la mâchoire serrée. Mon père est peut-être aveuglé, mais il ne me pardonnera jamais si je vais contre lui, murmura-t-elle. Laissez-moi m'en occuper, mademoiselle, répondit Carmel avec un sourire calculateur. Je trouverai une preuve irréfutable. Dans les jours qui suivirent, Carmel guetta chaque mouvement de Gabriel, cherchant une faille, une erreur. Mais le garçon, trop occupé à s'adapter à cette nouvelle vie, ne faisait rien de suspect. Frustré, Carmel décida de passer à l'action. Un soir, alors que tout le monde était réuni pour le dîner, Carmel fit tomber un lourd vase dans le couloir, attirant François et Gabriel hors de la salle à manger. Dans la confusion, elle glissa discrètement une petite boîte à bijoux dans le sac de Gabriel, qu'il avait laissé près de la porte. Plus tard, lorsqu'elle entra dans le salon où François était assis avec Gabriel, elle annonça d'une voix alarmée. « Monsieur Dubois, je crois que quelque chose a disparu dans ma chambre. » François fronça les sourcils, se levant immédiatement. « Que veux-tu dire? » « Ma boîte à bijoux. Je l'ai laissée sur ma coiffeuse ce matin, et maintenant elle a disparu. » Gabriel se leva aussi, visiblement confus. « Je ne sais rien de ça, murmura-t-il. » Carmel croisa les bras, feignant l'innocence. « Peut-être devrions-nous vérifier les affaires de tout le monde, juste pour être sûr. » François, bien que surpris par la suggestion, hocha lentement la tête. « Très bien, si cela peut clarifier la situation. » Lorsque Carmel fouilla le sac de Gabriel et en sortit la boîte à bijoux, un silence choquant emplit la pièce. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent, et François le regarda avec incrédulité. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai rien fait, » protesta Gabriel, les larmes montant à ses yeux. François, bien que troublé, ne dit rien immédiatement. Il observa Gabriel, cherchant des signes de mensonge dans ses paroles ou son comportement. « Gabriel, dit-il doucement, as-tu pris cette boîte? »« Non, je vous le jure, » s'écria le garçon, désespéré. François regarda alors Carmel, et quelque chose dans son expression le fit hésiter. Une petite étincelle de doute traversa son esprit. « Carmel, tu sembles bien prompte à accuser, » remarqua-t-il. La gouvernante baissa les yeux, tentant de dissimuler sa nervosité. « Je voulais juste protéger cette maison, monsieur. » François se tourna vers Gabriel, posa une main sur son épaule, et dit calmement. « Je te crois, Gabriel. Mais je vais découvrir qui est derrière tout ça. » Le garçon éclata en sanglots, soulagé que François ne le condamne pas sans preuve. Ces moments de doute, de trahison et de confiance ébranlée ne sont jamais faciles. Avez-vous déjà été confronté à une situation où tout semblait jouer contre vous, mais quelqu'un a choisi de vous croire? Ces instants peuvent tout changer. La nuit était tombée sur la maison Dubois, mais l'atmosphère restait tendue. Gabriel, toujours secoué par les événements de la veille, restait dans sa chambre, recroquevillé sur son lit. François, quant à lui, arpentait son bureau, réfléchissant aux récents incidents. Il savait qu'il devait agir pour restaurer l'harmonie dans la maison et protéger Gabriel. Pendant ce temps, Carmel, frustré par l'échec de son plan, décida de prendre des mesures plus radicales. Cette nuit-là, elle se dirigea vers la cuisine, dans un geste calculé, versa une poudre blanche dans une carafe d'eau qu'elle savait destinée à la chambre de Gabriel. Cependant, François, troublé par un pressentiment, quitta son bureau et descendit à la cuisine. Il aperçut Carmel, figé devant la carafe, ses mains tremblantes. « Carmel, que fais-tu là ?» demanda-t-il, sa voix calme mais autoritaire. Carmel se retourna brusquement, visiblement prise au dépourvu. « Je préparais de l'eau pour Gabriel, » répondit-elle, son ton hésitant trahissant son inquiétude. François la fixa un moment, son regard perçant semblant lire dans ses pensées. Il s'approcha de la carafe et renifla légèrement l'eau. Une odeur âcre lui parvint, confirmant ses soupçons. « Qu'est-ce que c'est » exigea-t-il, sa voix se durcissant. Carmel tenta de feindre l'ignorance, mais François ne lui laissa pas le temps de répondre. « Carmel, depuis que Gabriel est arrivé, tu n'as fait que semer le chaos. Mais cette fois, tu es allé trop loin. » Carmel, paniqué, recula d'un pas. « Monsieur, je ne voulais que protéger cette maison. Ce garçon, il apporte des problèmes. » François secoua la tête, le dégoût se lisant sur son visage. « Les seuls problèmes ici, Carmel, ce sont tes actions. Je vais m'assurer que tu ne mettes plus personne en danger. » Il attrapa la carafe et la jeta dans l'évier, l'eau empoisonnée disparaissant dans les canalisations. Carmel, comprenant que son subterfuge avait échoué,
tenta de s'enfuir, mais François l'arrêta. « Tu ne partiras pas comme ça. Demain matin, je veux que tu rassembles tes affaires et que tu quittes cette maison. C'est terminé. » Carmel, humiliée et vaincue, hocha la tête en silence avant de disparaître dans l'obscurité du couloir. Le lendemain, François rassembla Gabriel et Lucie dans le salon pour leur expliquer ce qui s'était passé. « Carmel a quitté la maison ce matin. Elle n'était pas digne de la confiance que je lui avais accordée, annonça-t-il. Gabriel, encore sous le choc de l'incident, baissa les yeux. « Tout ça, c'est ma faute, murmura-t-il. » François s'approcha de lui, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Non, Gabriel. Ce n'est pas ta faute. Parfois, des gens font de mauvais choix, mais cela ne te concerne pas. » Lucie, qui observait la scène en silence, ressentit un pincement au cœur. Pour la première fois, elle voyait à quel point son père était investi dans le bien-être de Gabriel. Le reste de la journée se passa dans un calme relatif, mais François ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la fragilité de la situation. Il réalisa qu'il était prêt à tout sacrifier pour protéger Gabriel. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre quelqu'un que vous aimez? Ces décisions révèlent souvent la force et les limites de notre humanité. La maison du bois semblait étrangement calme après le départ de Carmel. Pourtant, le silence pesant laissait deviner les tensions encore palpables. Lucie, isolée dans sa chambre, se tourmentait. Depuis l'arrivée de Gabriel, elle avait ressenti une colère qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Mais maintenant, un sentiment de culpabilité l'envahissait. Ce soir-là, alors que le crépuscule teintait le ciel d'une lumière douce et orangée, Lucie décida de descendre dans le salon. Elle trouva François assis dans son fauteuil habituel, un livre ouvert sur ses genoux. À côté de lui, Gabriel était concentré sur un jeu de construction en bois que François lui avait offert. Lucie s'arrêta dans l'encadrement de la porte, hésitante. François, levant les yeux, remarqua sa présence et lui adressa un sourire. « Lucie, viens nous rejoindre, » dit-il doucement. Elle avança lentement, prenant place sur un fauteuil en face de son père. Gabriel releva timidement la tête pour la regarder, mais baissa rapidement les yeux, craignant de croiser son regard. Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. Lucie, incapable de supporter cette tension, prit une profonde inspiration avant de parler. « Papa, je crois que je dois m'excuser, » murmura-t-elle. François fronça légèrement les sourcils, posant son livre sur la table. « T'excuser? Pourquoi, ma chérie ?» Lucie détourna les yeux, gênée. « Pour tout ce que j'ai dit depuis que Gabriel est arrivé. Je ne l'ai pas traité comme il le méritait, et je me rends compte que j'ai été injuste. » Gabriel leva timidement les yeux vers elle, surpris par ces mots. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, » répondit-il doucement. « Je sais que je suis arrivé ici sans prévenir, et c'est normal que tu n'aies pas confiance en moi. » Lucie secoua la tête, le regard brillant d'émotion. « Non, ce n'est pas normal. J'ai agi par égoïsme, parce que j'avais peur que papa t'accorde plus d'attention qu'à moi. Mais maintenant, je vois que tu n'es pas une menace, Gabriel. Tu fais du bien à cette maison, et peut-être à papa aussi. » François, ému par les paroles de sa fille, lui tendit la main. « Lucie, c'est un grand pas que tu fais ce soir. Merci. » Lucie se leva et s'approcha de Gabriel, qui regardait toujours ses mains. Elle posa doucement une main sur son épaule. « Je suis désolé, Gabriel. J'aimerais qu'on puisse repartir à zéro, si tu veux bien. » Gabriel releva la tête, les yeux humides, et hocha timidement la tête. « D'accord, merci, Lucie. » Ce moment, bien que simple, marqua un tournant dans leur relation. La barrière qui les séparait commençait enfin à tomber, et une lueur d'espoir s'installait dans la maison. Parfois, il faut du courage pour admettre ses erreurs, mais cela ouvre souvent la voie à des connexions plus profondes. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce besoin d'effacer des malentendus pour construire quelque chose de nouveau? Le soleil se levait lentement sur la propriété du bois, enveloppant la maison d'une lumière douce et réconfortante. François s'était levé tôt, comme souvent ces derniers temps, tourmenté par les questions qui tournaient sans fin dans son esprit. L'idée que Gabriel puisse être lié à son passé devenait de plus en plus évidente, mais il lui manquait encore une pièce essentielle pour confirmer ses soupçons. Après le petit déjeuner, il décida de s'installer dans son bureau et d'examiner de nouveau les archives qu'il avait récupérées à Lyon. Il parcourut chaque ligne des documents avec attention, recherchant le moindre indice. C'est alors qu'un détail attira son attention. Un nom, mentionné dans les papiers d'adoption de Gabriel, correspondait à celui de l'ancien fiancé de sa défunte épouse. Le cœur battant, François s'appuya contre le dossier de sa chaise. La vérité était presque insoutenable, Gabriel était probablement l'enfant de cet homme, l'unique lien restant avec un passé que François croyait enterré depuis longtemps. Mais cette révélation soulevait une nouvelle question. Pourquoi Gabriel avait-il été abandonné? Alors qu'il réfléchissait, Gabriel frappa timidement à la porte.
Je peux entrer? Demanda-t-il. François se redressa, essayant de dissimuler son trouble. Bien sûr, Gabriel. Entre. Le garçon s'approcha, tenant un dessin dans les mains. J'ai fait ça pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi, dit-il en tendant le papier. François prit le dessin et sentit son cœur se serrer en voyant ce qu'il représentait, une scène simple, mais pleine de signification. Lui-même et Gabriel, côte à côte, dans les écuries, entourés des chevaux. Merci, Gabriel, dit-il d'une voix tremblante. C'est magnifique. Gabriel s'assit en face de François, observant les papiers éparpillés sur le bureau. Vous cherchez quelque chose? François hésita un instant, mais décida de répondre honnêtement. Oui, je cherche des réponses, Gabriel. À propos de ton passé, et de pourquoi tu as fini par arriver ici. Gabriel baissa les yeux, mal à l'aise. Je ne sais pas grand-chose. J'étais tout petit quand ma mère est morte. Après ça, je suis allé à l'orphelinat, et personne ne m'a jamais parlé de ma famille. François hocha lentement la tête, se promettant de découvrir toute la vérité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Gabriel. Plus tard dans la journée, François reçut un appel inattendu d'un ancien notaire qui avait travaillé avec sa femme. Cet homme, apprenant que François cherchait à éclaircir certains aspects de son passé, lui proposa de le rencontrer pour discuter de certains documents oubliés. François partit immédiatement pour Lyon, laissant Lucie et Gabriel seuls à la maison. Lorsqu'il revint tard dans la soirée, il tenait une enveloppe épaisse dans les mains, contenant des lettres que sa femme avait écrites, mais jamais envoyées. Il passa la nuit à les lire, découvrant les tourments qu'elle avait gardés pour elle-même, sa culpabilité d'avoir quitté un homme qu'elle avait aimé et son impossibilité d'assumer cet enfant après son décès. Le lendemain matin, François convoqua Gabriel dans le salon. « Gabriel, je dois te parler de quelque chose d'important, » dit-il, s'efforçant de garder un ton calme malgré l'émotion qui l'étreignait. Gabriel, assis sur le canapé, le regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ?» François inspira profondément, prenant un moment pour formuler ces mots. « Il semble que toi et moi, nous avons un lien plus profond que ce que nous pensions. Ta mère connaissait ma femme, et il est possible que tu sois lié à ma famille d'une manière que nous devons encore comprendre. » Gabriel ouvrit de grands yeux, incapable de répondre immédiatement. « Vous voulez dire que je pourrais être ?» François hocha la tête. « C'est une possibilité, Gabriel. Mais quoi qu'il en soit, tu fais déjà partie de cette maison. » Le garçon resta silencieux un moment, son esprit cherchant à assimiler cette révélation. Parfois, découvrir un passé oublié peut bouleverser notre perception du présent. Et vous, avez-vous déjà découvert une vérité qui a changé votre vision de votre propre histoire? Le poids des révélations récentes planait sur la maison Dubois comme un voile invisible. François, bien qu'apaisé par l'idée d'avoir clarifié le passé, savait que cette nouvelle vérité bouleversait Gabriel. Le garçon, d'ordinaire calme et réservé, semblait perdu dans ses pensées, évitant même ses moments habituels dans les écuries avec François. De son côté, Lucie observait cette transformation avec une inquiétude grandissante. Elle avait commencé à accepter Gabriel, mais ces nouvelles dynamiques compliquaient tout. Alors que la maison s'efforçait de retrouver un semblant d'équilibre, une menace silencieuse se préparait dans l'ombre. Carmel, qui avait quitté la maison humiliée, n'était pas restée inactive. Rongée par la rancune, elle cherchait à se venger de ce qu'elle percevait comme une trahison de François. Elle connaissait les recoins de cette maison mieux que quiconque, et elle avait une idée précise de comment frapper là où cela ferait le plus mal. Un soir, alors que François était à nouveau à Lyon pour régler des affaires administratives concernant Gabriel, Carmel s'introduisit discrètement dans la maison. Avec une froide détermination, elle se dirigea vers les écuries, où elle savait que Gabriel passait souvent ses soirées. Elle alluma une lampe à huile et observa les chevaux paisiblement endormis. « Voyons si François sera aussi prompt à pardonner après ce que je vais faire, » murmura-t-elle pour elle-même, un sourire cruel sur les lèvres. Carmel ouvrit une boîte d'allumettes, son intention claire. Mais alors qu'elle approchait de la paille, une voix tremblante la stoppa. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Gabriel, qui avait trouvé refuge dans les écuries pour échapper à ses pensées troublées, se tenait à quelques pas d'elle, une expression de terreur sur le visage. « Retourne dans ta chambre, garçon », lança Carmel, le regard dur. Mais Gabriel ne bougea pas. Il savait que quelque chose de grave allait arriver, et malgré sa peur, il refusait de fuir. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ces chevaux n'ont rien fait, et François non plus. » Carmel s'approcha de lui, sa colère flamboyant dans ses yeux. « François t'a tout donné, à toi, un étranger, alors qu'il m'a rejeté comme si je n'étais rien. C'est toi le problème, Gabriel. Tu ne mérites pas cette maison. » Gabriel recula, mais trébucha sur un seau. Le bruit alerta Lucie, qui venait chercher le garçon pour le dîner. En voyant la scène, elle hurla. « Arrêtez !
Lucie se précipita vers Gabriel, mais Carmel, dans un accès de rage, attrapa la lampe et la lança vers une botte de foin, mettant immédiatement le feu à la paille sèche. La panique éclata. Les chevaux, affolés par les flammes, hennirent violemment, tandis que Gabriel et Lucie tentaient de s'éloigner de la fumée qui envahissait rapidement l'espace. À ce moment-là, François arriva en trombe, alerté par la lueur des flammes visibles depuis la route. Sans réfléchir, il se précipita dans les écuries. « Gabriel! Lucie! Où êtes-vous » cria-t-il, sa voix perçant le chaos. Lucie, toussant à cause de la fumée, parvint à se faire entendre. « Nous sommes ici, papa !» François, voyant ses enfants acculés dans un coin, traversa les flammes pour les rejoindre. Il enveloppa Gabriel dans sa veste et guida Lucie vers la sortie. Mais alors qu'ils atteignaient presque la porte, une poutre enflammée s'effondra devant eux, bloquant leur passage. François, ignorant le danger, utilisa sa propre force pour dégager un chemin, se brûlant le bras au passage. Ils réussirent finalement à sortir, haletant mais vivants. À l'extérieur, les voisins, alertés par l'incendie, étaient déjà en train d'aider à maîtriser les flammes. François, blessé mais soulagé, regarda Gabriel et Lucie, et un sourire fatigué se dessina sur son visage. « Vous allez bien » demanda-t-il d'une voix rauque. Lucie hocha la tête, les larmes aux yeux, et se précipita pour étreindre son père. Gabriel, encore tremblant, murmura. « Merci, merci de ne pas m'avoir laissé. » François posa une main sur son épaule, son regard empreint de douceur. « Jamais, Gabriel. Tu fais partie de cette famille. » Les flammes furent finalement éteintes, mais les blessures laissées par cette nuit resteraient gravées dans leur mémoire. Et vous, avez-vous déjà été confronté à un moment où vous deviez tout risquer pour protéger ceux qui comptent pour vous? Ces instants nous rappellent souvent ce qui est vraiment important. Les premiers rayons du soleil illuminaient une scène de désolation. Les écuries, autrefois pleines de vie, n'étaient plus que cendres fumantes. Les chevaux, heureusement sauvés grâce à l'intervention rapide des voisins, étaient rassemblés dans un enclos temporaire à l'arrière de la maison. François, épuisé et le bras bandé, observait les débris avec un mélange de tristesse et de gratitude. Malgré les pertes matérielles, il savait qu'il avait préservé l'essentiel, sa famille. Lucie se tenait près de lui, silencieuse, ses yeux parcourant les ruines. Depuis l'incident, quelque chose en elle semblait avoir changé. Elle regarda son père, puis Gabriel, qui, assis à l'écart, jouait nerveusement avec un brin d'herbe. « Papa, je crois qu'il est temps qu'on fasse plus pour Gabriel, » dit-elle doucement. François tourna la tête vers elle, surpris mais touché par ses paroles. « Je suis d'accord, ma chérie. Mais il faut que ce soit lui qui décide. » Ils approchèrent Gabriel, qui releva la tête en les voyant arriver. François s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Gabriel, je sais que ces derniers jours ont été difficiles, et je suis désolé que tu aies eu à vivre tout ça. » Le garçon secoua la tête, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Ce n'est pas votre faute. Vous m'avez sauvé, vous et Lucie. » François inspira profondément. « Gabriel, cette maison est la tienne, si tu le souhaites. Mais je veux que tu te sentes libre de choisir ce que tu veux pour ton avenir. » Gabriel resta silencieux un moment, regardant François avec des yeux brillants d'émotion. « Je veux rester, si c'est possible. » François serra l'épaule du garçon, un large sourire éclairant son visage fatigué. « Alors, tu resteras. » Lucie s'accroupit à côté d'eux, tendant une main à Gabriel. « Bienvenue officiellement dans la famille, Gabriel. » Le garçon hésita un instant avant de prendre la main de Lucie, son sourire timide s'élargissant. Les jours suivants furent consacrés à reconstruire, non seulement les écuries, mais aussi la vie qu'ils partageaient tous sous ce toit. François engagea des ouvriers pour réparer les dégâts, mais il passa également du temps avec Gabriel, lui enseignant des choses sur les chevaux, la gestion des terres, et même l'histoire de la famille Dubois. Lucie, de son côté, fit de son mieux pour inclure Gabriel dans ses activités. Elle lui apprit à jouer aux échecs et l'aida à améliorer sa lecture. Peu à peu, une complicité sincère naquit entre eux. Un soir, alors que la famille partageait un repas simple mais chaleureux, Gabriel posa sa cuillère et regarda François. « François, ou papa, je ne sais pas encore comment vous appeler, mais merci pour tout ce que vous avez fait. » François sentit son cœur se serrer d'émotion. « Appelle-moi comme tu le sens, Gabriel. L'important, c'est que tu saches que tu es ici chez toi. » Gabriel hocha la tête, son sourire illuminant la pièce. Parfois, il suffit de trouver un endroit où l'on se sent accepté pour commencer à guérir. Et vous, avez-vous déjà trouvé un endroit ou des personnes qui vous ont fait sentir que vous apparteniez enfin quelque part? Ces moments restent gravés dans nos cœurs. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où le feu avait presque tout emporté. Les écuries étaient en voie de reconstruction, mais plus important encore, les liens au sein de la famille Dubois s'étaient renforcés.
Gabrielle, qui autrefois hésitait à s'intégrer, semblait désormais rayonner dans cette maison qui était devenue la sienne. François, souvent plongé dans ses réflexions, passait de longs moments à observer le garçon. Chaque jour, il voyait en Gabrielle des traces de sa défunte épouse, un sourire similaire, une manière de poser les mains lorsqu'il réfléchissait, ou encore un regard empli de curiosité. Un matin, François appela Gabrielle dans son bureau. Le garçon arriva, le visage curieux, et s'assit face à lui. Sur le bureau, une enveloppe scellée reposait, et François la poussa doucement vers Gabrielle. « Ceci est pour toi, dit-il. » Gabrielle regarda l'enveloppe, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ? » »« C'est le testament que j'ai mis à jour récemment. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive à l'avenir, cette maison, ces terres, tout ce que j'ai construit dans ma vie, t'appartiendra un jour. » Gabrielle ouvrit de grands yeux, secouant la tête avec incrédulité. « Non, je ne peux pas accepter ça. » François sourit doucement. « Gabrielle, ce n'est pas une question d'accepter ou de refuser. Tu fais partie de cette famille. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, je veux le transmettre à quelqu'un qui en prendra soin avec amour et respect. » Gabrielle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les refoula, se mordant les lèvres pour cacher son émotion. « Merci, merci pour tout. » François se leva et s'agenouilla devant le garçon, posant une main sur son épaule. « C'est moi qui te remercie, Gabrielle. Ta présence ici a changé cette maison. Elle l'a remplie de vie. » Plus tard dans la journée, Gabrielle, encore émue par cette conversation, se promena dans les jardins. Il trouva Lucie près de la fontaine, un livre à la main. En le voyant, elle referma son ouvrage et lui fit signe de s'approcher. « Alors, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle en remarquant son air pensif. Gabrielle haussa les épaules. « Papa, François m'a dit qu'il voulait tout me léguer. Je ne comprends pas pourquoi il fait tout ça pour moi. » Lucie sourit et tapota le banc à côté d'elle, l'invitant à s'asseoir. « Parce qu'il t'aime, Gabrielle. Il n'a peut-être pas eu les mots pour te le dire directement, mais tu es devenue la personne la plus importante pour lui. » Gabrielle resta silencieux, regardant l'eau qui clapotait doucement dans la fontaine. « Je ne veux pas qu'il regrette de m'avoir accueilli. » Lucie posa une main sur son épaule. « Il ne le regrettera jamais. Et moi non plus. » Ce moment de complicité renforça encore davantage les liens entre eux. Au fil des semaines, Gabrielle s'impliqua davantage dans la gestion de la maison et des terres. Sous la guidance patiente de François, il apprit les responsabilités qui allaient de pair avec cette vie. Un soir, alors que la famille était réunie près du feu, François se leva, tenant un vieux cadre entre les mains. « Gabrielle, il y a quelque chose que je voulais te montrer. » Il tendit la photo à Gabrielle, qui y vit une femme souriante, entourée de chevaux. « C'est ta mère, » murmura François. « Elle était une femme extraordinaire. Et elle aurait été fière de toi. » Les larmes coulèrent doucement sur les joues de Gabrielle, mais cette fois, il ne chercha pas à les cacher. « Merci de m'avoir montré ça, papa, » répondit-il enfin, utilisant ce mot pour la première fois. Parfois, ce n'est pas le sang qui définit une famille, mais l'amour et le choix de se soutenir. Et vous, avez-vous déjà choisi quelqu'un comme famille, simplement parce que cela semblait juste? Ces décisions ont souvent le pouvoir de transformer nos vies. Le printemps avait finalement enveloppé la maison du bois d'un doux renouveau. Les jardins, autrefois recouverts de neige, regorgeaient maintenant de fleurs éclatantes, et les écuries reconstruites résonnaient des bruits familiers des chevaux. C'était une période de renouveau, non seulement pour la propriété, mais aussi pour ceux qui y vivaient. Gabrielle, vêtue de vêtements simples mais propres, était dans les écuries, brossant ébène, son cheval préféré. Sa main, autrefois hésitante et maladroite, bougeait maintenant avec assurance. François l'observait depuis l'entrée, un sourire de fierté éclairant son visage. « Tu te débrouilles bien, » dit-il en s'approchant. Gabrielle se retourna, souriant. « C'est grâce à vous. » François secoua la tête. « Non, Gabrielle. C'est grâce à toi. Tu as choisi de t'adapter, d'apprendre, et de faire partie de cette famille. » Ces mots réchauffèrent le cœur du garçon. Il savait maintenant qu'il avait trouvé un foyer, un endroit où il appartenait vraiment. Plus tard, alors que le soleil déclinait, François appela Lucie et Gabrielle à la table du dîner. C'était une soirée spéciale. François avait préparé un repas lui-même, ce qui était rare. Lucie le taquina en le voyant poser les plats. « Attention, papa. Si c'est aussi bon que l'odeur le laisse croire, on pourrait te demander de cuisiner plus souvent. » Gabrielle éclata de rire, ce qui fit sourire François. « Eh bien, profitez-en ce soir. C'est ma façon de célébrer tout ce que nous avons traversé ensemble, » dit-il en prenant place à table. Le dîner fut rempli de rires, de souvenirs partagés et d'un sentiment palpable de bonheur. À la fin du repas, François se leva, levant son verre. « À nous, » dit-il simplement. Lucie et Gabrielle levèrent leur verre à leur tour, répétant en chœur.
Ah non. Après le dîner, ils se retrouvèrent près du feu dans le salon. François, assis dans son fauteuil préféré, posa un regard tendre sur Lucie et Gabriel, qui discutaient joyeusement. Vous savez, je pense souvent à ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas trouvé Gabriel cette nuit-là, dit-il soudainement. Gabriel et Lucie se tournèrent vers lui, attentifs. Mais maintenant, je sais que c'était le destin. Nous étions censés nous rencontrer. Et je suis reconnaissant pour chaque moment que nous avons partagé depuis. Lucie hocha la tête, un sourire doux sur le visage. Parfois, ce sont les moments les plus inattendus qui changent tout. Gabriel, les yeux brillants, ajouta. Vous avez changé ma vie, tous les deux. Je n'aurais jamais pu imaginer avoir une famille comme celle-ci. Le silence qui suivit n'était pas vide, mais rempli de gratitude et de compréhension. Les liens qui les unissaient étaient indéniables, forgés dans l'adversité mais renforcés par l'amour et le choix d'avancer ensemble. Et vous, croyez-vous que le destin peut nous guider vers les personnes qui changent nos vies pour toujours? Peut-être avez-vous vécu une rencontre qui, bien qu'inattendue, a transformé votre chemin. Ces histoires nous rappellent que, parfois, la vie a des plans que nous ne comprenons qu'après coup.